la masterclass de ce jour, nous recevons M. Christian Boyoko Malonga. Il est juriste financier et avec lui, nous allons échanger sur les enjeux du droit financier au Congo. Bonsoir, M. Christian. Bonsoir, Madame Laurelaine. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Et bienvenue sur ce plateau d'itinéraire. Merci. Alors, M. Christian, pour commencer, vous allez nous raconter qu'est-ce qui vous a motivé à étudier le droit financier. En fait, l'objectif, c'était d'abord de faire le droit de façon générale. Oui. C'est dans ce parcours que je vais constater que le droit a plusieurs parcours, notamment le droit des collectivités locales, comme je peux comme exemple, le droit civil, le droit administratif. Mais j'ai été beaucoup plus attiré par le droit financier. Vous avez été attiré par le droit financier, M. Christian. Alors, qu'est-ce que le droit financier exactement? En quoi diffère-t-il du droit fiscal, du droit économique? En fait, le droit financier, c'est une branche de droit qui semble être au carrefour. Parce que dans le droit financier, quand on parle de branche de droit, généralement, il y en avait deux. Le droit public et le droit privé. Et par après, chemin faisant, maintenant, il était question, parce que pour gérer l'État, comme on dit toujours qu'il faut d'abord commencer par les moyens. Sans les moyens, on ne peut pas mettre en place la politique publique. Voilà pourquoi le droit financier a été créé, qui prend une partie du droit public, que nous pouvons parler par le droit administratif, et une partie du droit privé, pour lequel nous allons regarder les entreprises privées, le fonctionnement des entreprises privées, le contrat entre les personnes physiques dans leur activité quotidienne, telle que dans le cas de marché, le contrat. Donc, voilà pourquoi le droit financier a été créé. Et quelles sont les principales sources juridiques du droit financier au Congo? Merci. C'est une belle question. La première source juridique du droit financier au Congo, c'est d'abord la législation nationale, notamment la Constitution. Parce que quand vous prenez notre Constitution, la Constitution parle déjà de la loi des finances. Hormis la loi des finances, nous parlons de la loi organique. Tout cela, ça contient dans la Constitution. Bon, hormis la Constitution, il y a des textes réglementaires aussi. C'est-à-dire des textes qui sont pris par les ministres pour le fonctionnement des organes financiers. Parmi lesquels vous avez le trésor public, le budget, d'autres administrations. Parce qu'au sein des administrations, ce que les gens n'ont jamais compris, il y a deux acteurs financiers. Il y a l'ordonnateur principal, que nous pouvons qualifier comme étant le directeur général. Nous pouvons qualifier de directeur de projet ou le ministre, l'ordonnateur. Hormis l'ordonnateur, il y a ceux dont on appelle par les comptables. Oui. Les comptables, que parfois nous parlons aussi en termes de DEF ou DAF, directeur administratif financier ou le directeur économique et financier. Donc à l'issue de ça, il faut qu'il y ait un encadrement juridique. Le législateur a pensé que s'il faut le laisser, ça serait peut-être se baigner dans une jungle, alors que la contribution du peuple doit être encadrée et ça doit être respecté. Raison pour laquelle on a mis les sources de droit, et dans les sources de droit, vous avez les textes législatifs, les textes réglementaires et d'autres textes parmi lesquels vous avez aussi les circulaires. Et M. Christian, très bien, merci pour toutes ces précisions. Quelles sont les obligations juridiques des entreprises et opérateurs économiques en matière de transparence financière? Oui, en matière de transparence financière pour ces opérateurs, d'abord au sein d'une entreprise, il y a d'abord des textes qui constituent cette entreprise. Parmi ces textes, nous regardons le point que nous appelons par la gouvernance. Qu'est-ce qu'on entend par la gouvernance? La gouvernance, aujourd'hui, ça semble être nouvelle chez nous au Congo, mais dans d'autres pays, c'est des techniques qui ont été déjà employées, utilisées pour faire de telle sorte que dans ce pays-là, qu'on puisse parler du développement. Parce que dans un État, on ne peut pas parler d'un État sans pourtant parler d'entreprise. La gouvernance, c'est une manière d'emmener l'entreprise à atteindre ses objectifs. L'objectif de l'entreprise, c'est quoi? C'est faire de la valeur ajoutée.
C'est la valeur ajoutée qui permet à l'État de prélever les impôts. Et c'est avec ces impôts que l'État parvient à faire face à ses charges. Parce que Maurice Duverger l'a dit, quand il parle des finances publiques, il dit que l'ensemble des recettes qui permet à l'État de faire face à ses charges. Donc, raison pour laquelle, s'il faut parler de ces entreprises privées, on doit mettre l'accent sur la gouvernance publique. Le droit financier est-il un outil efficace pour lutter contre les crimes économiques tels que le détournement de fonds publics, la fraude ou la corruption? Oui, le droit financier, c'est même ça qui encadre le comportement des acteurs en matière de manipulation des deniers publics, c'est-à-dire que de l'argent de l'État. Dans le droit financier, il faut regarder le droit pénal des affaires. C'est un encadrement, parce que, comme on dit toujours, qu'une société sans loi est semblable à la jungle, comme disait Montesquieu. Donc, le droit financier a tout incorporé, a encadré, parce qu'on sait ce qu'est l'homme. Et d'ailleurs, pour continuer, je prends le cas de Bastiot, l'un des grands financiers français. Il dit quoi? Les finances de l'État, c'est la morale. C'est la morale, oui. Le budget, c'est la morale. La monnaie, c'est la morale. Mais la morale dans une société qui n'est pas bien moralisée aussi, il faut que ça soit accompagné des normes juridiques. Car la loi, s'il faut faire recours au Code civil, dans son article 2, il dit quoi? Là où la liberté de l'un s'arrête, c'est là où celle des autres commence. Il faut que nous sachions à quel moment nous avons notre liberté, à quel moment notre liberté doit s'arrêter. Parce que la loi, c'est la base, comme je disais, la base d'une société. Et tout est parti de la révolution de 1789, lorsque les finances publiques, en fait, l'État gérait l'argent de l'État, c'est comme si c'était son propre patrimoine. Il y a eu la révolution où les révolutionnaires se sont imposés. Ils ont dit dorénavant, il faut que nous puissions encadrer. L'argent que nous déboursons doit être encadré, ça doit être suivi. C'est ce qui a fait donner même naissance du Parlement. Et dans le Parlement, ils ont imposé, voici les lois qui doivent régner dans le Parlement. Parce que l'argent du contribuable est sacré. C'est la sueur du contribuable. Donc, comme on dit, le droit financier est au début et à la fin d'une société. Et comment renforcer la culture juridique financière au sein de l'administration publique et des institutions? À mon avis, au Congo, d'abord notre pays fait partie parmi les meilleurs pays qui détiennent des textes. Les textes sont clairs. Dans les textes limitent les pouvoirs de tout un chacun. Je pense, supposons le cas de l'OLF, la loi organique portant loi des finances. L'OLF déjà parle de la séparation entre les ordonnateurs et les comptables publics. Qui est l'ordonnateur? C'est le directeur général d'une institution. Le comptable public, ça peut être un agent du Trésor. Mais lorsqu'un ordonnateur commence à s'immiscer dans le pouvoir d'un comptable, c'est-à-dire il ose d'aller payer ou d'exécuter les missions du comptable. Mais l'OLF est clair, la loi est claire. Mais pour cela, nous avons la Cour des comptes. Nous avons la Cour des comptes. Nous avons, en dehors de la Cour des comptes, nous avons le Conseil économique et social. Parce que chacun a une parcelle de son pouvoir qui est régie dans le droit financier. Et rapidement, en mot de conclusion, pourquoi est-il crucial pour le développement du Congo de renforcer le droit financier? Et ce sera votre mot de fin. Oui, cela est vraiment intéressant pour le Congo parce que vous voyez les objectifs. Le Congo mise pour le développement. Or, pour aller vers le développement, il vous faut vraiment les garde-fous. Parce que lorsque les canaux financiers sont imbibés des fuites, vous verrez que les recettes de l'État auront des difficultés de rentrer dans les caisses. Et du coup, les projets de l'État, pour les accomplir,
ça serait difficile. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je rappelle que dans cette masterclass, nous avons reçu pour vous Monsieur Christian Boyoko Malonga, juriste financier. Et avec lui, nous avons échangé sur les enjeux du droit financier au Congo. J'espère que vous allez repasser prochainement sur ce plateau d'itinéraire. Merci vraiment, je Vous serai serez vraiment très content. bienvenue. Je serai content d'y revenir.